Là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'inviter Nicolas Canzien, qui est qui est réellement le réseau français de la construction paille. Et puis, comme on dit, the man who wrote the book, l'homme qui a écrit le livre, Luc Foissac, qui est, disons, celui dont tout le monde a lu son livre sur la construction paille. Et puis, on a la chance de les avoir tous les deux avec nous aujourd'hui. Sur quelque chose qui s'appelle POP 2030. Et vous allez expliquer qu'est-ce que c'est exactement, parce que c'est les nouveaux règlements et les démonstrateurs dont ce bâtiment fait partie, évidemment, de ces démonstrateurs. Bonjour. Le Réseau français de la construction en paille, c'est une association, il y a plus de 1000 adhérents. Et on travaille justement sur le développement de règles professionnelles qui vont donner le cadre assurantiel en fait. Et pour les faire évoluer, il faut faire de nouveaux essais. Là, elle se limite au R+2 aujourd'hui, donc la deuxième famille de bâtiments. Donc remplissage ossature bois et support d'enduit. Et Nebraska travaille sur les règles professionnelles, il vous l'a dit tout à l'heure, de la paille porteuse. Et on travaille aussi sur les règles professionnelles de la rénovation et de l'ITE. Donc, dans ce cadre-là, pour faire évoluer ces règles, on mène des projets et on est lauréat de l'appel à projet SIC, qui est un appel à projet France 2030 piloté par l'ADEME. On est lauréat avec 18 partenaires et ça représente à peu près 8 millions d'euros d'essais de différents sujets dont je vais vous montrer les... Alors j'espère que oui, la présentation est là. Donc l'objectif de cet appel à projet POP 2030, donc pour des ouvrages en paille en 2030, c'est 5 ans de travail pour justement augmenter les domaines d'emploi de la paille dans le bâtiment. Et pas que la paille, puisqu'on travaille aussi, Pierre est là, donc de bâtir en balle, on travaille aussi avec les balles de grains. Donc ça va être de travailler sur les matières premières, les ressources, sur les produits, sur les systèmes, et au niveau mécanique, feu, sismique, acoustique, durabilité, hygrométrique, qui vont nous permettre d'augmenter les usages de ces produits-là dans les bâtiments, que ce soit en neuf ou en rénovation. Donc, voilà, quand on a déposé les règles professionnelles en 2012, la C2P nous a demandé de limiter à la paille de blé, hein, c'est ce que tu confirmeras. Et aujourd'hui, on veut rouvrir parce qu'il n'y a pas de raison que les autres pailles ne soient pas utilisées, et donc notamment la paille de riz ici, mais aussi les balles, comme les balles de riz, pourraient être utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ces présentations, vous pourrez les avoir, mais on va faire un certain nombre d'essais sur les ressources. Donc. Ensuite, on va travailler sur les produits. Les premières règles professionnelles se basaient sur la botte de paille de plein champ classique, 36-46, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais il y arrive des nouveaux produits comme le copano qu'a présenté Cédric, la paille hachée, les balles de grains. Et tout ça va permettre de faire des nouveaux systèmes constructifs, des nouvelles préconisations. Et là aussi, on va faire différents essais pour valider l'usage de ces produits dans le bâtiment. On va aussi développer un certain nombre d'outils qui sont des carnets de détail, des recettes d'enduit, des aides pour tous ceux qui vont concevoir, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les constructeurs, les bureaux d'études, des aides qui seront disponibles. Alors, cet appel à projet, il est lauréat et on ne produira que du bien commun. Et ça, c'est le fonctionnement aussi de notre association, c'est-à-dire que tout ce qu'on va produire sera disponible pour tout le monde, quel que soit l'acteur du bâtiment. Il pourra utiliser tout ce qu'on va produire s'il veut, lui, faire des chantiers ou des réalisations. Et ça, c'est le fonctionnement du RFCP tout le temps, produire du bien commun pour éviter que chacun dans son coin développe ses propres certifications particulières. On va travailler donc voilà, les différents types de systèmes constructifs, donc isolation par l'extérieur, paille porteuse, etc. Et puis, il y a aussi une partie qui est importante, c'est tout ce qui est le retour d'expérience. C'est ce que nous demande aussi la C2P. Hein. Une fois qu'on a des règles professionnelles, il faut faire du retour d'expérience sur tous les chantiers qu'on a fait, les réalisations. Donc, on va continuer le retour d'expérience et on va instrumenter un certain nombre de bâtiments. Je crois que Cédric nous a dit qu'ici, la paroi a été instrumentée. Donc, peut-être qu'on pourra récupérer les données des résultats d'hygrométrie, etc., de température dans les parois,
pour après faire des bilans, voir comment se comportent les parois en fonction de leur conception. Et puis, un autre volet important du RFCP, c'est de travailler sur la communication, communiquer sur ce qui a été fait, sur l'information, mais aussi sur les formations. C'est le pendant des règles professionnelles, c'est de mettre en place des formations, la ProPaille dont certains ont parlé, et qui permet de former les professionnels. Mais il n'y a pas que la ProPaille, il y a de plus en plus de nouvelles formations plus courtes, spécifiques pour les AMO, etc., les MOE, pour s'approprier la conception en paille. Et puis, on veut mettre en place, parce qu'on nous demande de massifier l'utilisation de ces produits, mais nous, on ne veut pas massifier sans qualité, parce qu'on estime qu'en fait, c'est un moment aussi, non seulement le passage au biosourcé et à la décarbonation est intéressant, mais c'est un moment qui nous semble opportun pour aussi augmenter le niveau de qualité dans les bâtiments et revenir à des savoir-faire qui permettent de limiter les désordres. Donc voilà, en résumé, c'est un projet, donc vous voyez, il y a 108 tâches sur 5 ans. Nous sommes le coordinateur, mais il y a 18 partenaires. Il y a des laboratoires, des universités, des constructeurs, des bureaux d'études, etc., qui vont nous permettre de faire toutes ces tâches et pouvoir augmenter l'utilisation de la paille. Voilà. Voilà la présentation de ce projet qui est sur 5 ans et qui, j'espère, va permettre la sortie des règles professionnelles ITE et des règles professionnelles de la paille porteuse. Luc, c'est à toi. Voilà. Vous aviez la... Bon, c'est bon. Non, c'est le rouge. Ah voilà. Ah non, c'est allé... Hop, il faut revenir en arrière. Avec quoi rouge? Voilà. Donc bonjour. Donc je suis Luc Fassac. J'ai un bureau d'études qui est spécialisé bâtiment et environnement, qui s'appelle Écoétudes. Et j'ai eu le plaisir, avec d'autres, de participer à la création du réseau français de construction en paille. Et donc j'en suis un des adhérents. Donc je vais vous parler du cadre réglementaire et normatif de la construction, en essayant de vous expliquer comme c'est facile de construire biosourcé en France et comme on a de la chance d'être en France. Donc un petit rappel de l'organisation de comment fonctionne un état de droit. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen, qui explique comment sont hiérarchisées les normes de droit dans les États comme le nôtre. Et on voit qu'en haut, on a le bloc constitutionnel avec la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789. Et puis, il a été rajouté en 2004 la Charte de l'environnement qui donne des objectifs très généraux sur la préservation de l'environnement, de la santé, etc. Et donc, ce n'est pas à négliger parce que ça veut dire qu'au plus haut niveau de notre droit, il y a des exigences qui sont portées et qui s'imposent à nous pour l'organisation de notre société. Et quand on est confronté à des difficultés dans ce domaine, on peut se référer à ces textes. Le droit est un outil très puissant et pas cher, contrairement à inventer une nouvelle molécule, par exemple. Et puis ça se descend comme ça, avec notamment des blocs de conventionnalité. Et en tant que pays, nous avons signé des traités internationaux de protection du climat, etc., qui nous engagent aussi. Et puis ça descend encore et on va vers les règlements, les réglementations et notamment les décrets et ordonnances qui nous donnent notamment les décrets qui ont fixé la nouvelle réglementation RE 2020 qui fixe pour la première fois des objectifs de seuil carbone à ne pas dépasser pour les bâtiments et pour leur usage. Et donc en tant qu'acteur des biosourcés, évidemment c'est important pour nous, c'est une aide. Bon, la Charte de l'environnement, vous pourrez la lire, elle est facile à lire et elle est courte. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est ce qui s'impose à nous en tant qu'acteurs de la construction, qu'on soit concepteur ou constructeur. En fait, on doit respecter la réglementation, elle est obligatoire. On doit respecter des règles de conception, utiliser des matériaux qui sont connus et qualifiés, employer des gens qui sont formés pour ça, et puis être assuré. Alors, comment ça se passe ? Les réglementations, on les trouve gratuitement au journal officiel et elles sont à peu près indifférentes aux matériaux que l'on utilise. On va avoir par exemple une réglementation incendie. Son objectif, c'est de protéger les gens qui sont dans les bâtiments de l'incendie. Et donc, elle va nous donner des objectifs de tenue au feu, par exemple, d'une paroi. On a une réglementation acoustique. Elle nous impose de respecter une qualité acoustique dans les bâtiments qui nous protège du bruit d'une autoroute ou du bruit du voisin. Et
on en a une aussi environnementale qui s'impose à nous pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc cette réglementation, elle n'est pas défavorable aux biosourcés. Et dans le domaine de la RE 2020, donc elle est favorable aux biosourcés puisqu'elle valorise l'absence d'émissions de carbone ou même la séquestration de carbone. Ensuite, comme ça a été expliqué il y a quelques instants, on a la chance d'avoir un système réglementaire et normatif qui est très souple avec ce qu'on appelle les techniques de construction courante que j'ai mis ici en vert. Donc, lorsque c'est approuvé par la C2P, eh bien, que ce soit des techniques de construction sous DTU, sous recommandation professionnelle RAGE ou sous règles professionnelles, on est en technique de courante de construction, barème d'assurance standard. De la même manière, si on a des agréments techniques européens ou des avis techniques franco-français pour des fabricants qui sont validés, on est aussi en technique courante. Et dans le cas des ATEX, des expérimentations ponctuelles, si elles sont validées aussi par le contrôleur technique, on est aussi en technique de courante de construction. Donc dans tous ces cas-là, on est assuré en barème normal. Je peux vous dire que c'est à peu près le seul pays, à ma connaissance, dans le monde qui permette ça. Dans tous les autres, c'est plus compliqué. Bon, les DTU, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, c'est pas le moment d'en parler. Et puis, vous trouverez donc plus d'informations sur les publications, notamment de l'Agence Qualité Construction et donc de cette fameuse commission de prévention produits, sur le site ProRéno et sur l'application qu'ils viennent de mettre à disposition qui s'appelle AppliQC. Alors, bon, ça a été montré, donc je ne vais pas revenir, simplement dire que dans les techniques courantes de construction en France, vous avez notamment la construction en paille, la construction en chambre, les enduits sur support de terre crue, les toitures végétalisées, etc. Donc toute une panoplie de techniques qui sont couvertes de manière tout à fait classique. Par ailleurs, contrairement à une opinion malheureusement très répandue, rappelez-vous que les normes ne sont pas obligatoires, sauf si elles sont rendues obligatoires par un texte obligatoire. Et un texte obligatoire, c'est une réglementation. Donc vous avez en bas la liste exhaustive des normes obligatoires dans le bâtiment en France aujourd'hui. Il n'y en a même pas 15. Tout le reste est d'application facultative. Le droit, ça s'use quand on ne s'en sert pas. Donc rappelez-vous bien que souvent, on peut vous demander des choses comme étant perçues comme obligatoires, et en fait, elles ne le sont pas. De la même manière, celui qui va vous demander des choses, c'est le monsieur qui est venu juste avant moi parler, c'est le contrôleur technique. Eh bien, pour discuter avec lui, vous avez un décret qui décrit le périmètre de son action, quels sont les documents qu'il doit observer et appliquer. Et donc, notamment, vous avez là-dedans les règles professionnelles qui sont donc très employées par les acteurs des biosourcés. Alors ensuite, pour utiliser un matériau, c'est très important, on doit le connaître. Et en fait, on a un seul essai obligatoire, c'est l'essai d'inflammabilité. C'est le petit essai qui est en bas à gauche. En fait, ça coûte quelques centaines d'euros. On soumet le produit sans aucune protection à une flamme de bec-benzène pendant 10 secondes. Si la flamme ne se propage pas de plus de 10 cm en 10 secondes, le matériau peut être utilisé dans le bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a réussi ça, eh bien, on va faire d'autres essais pour valider des comportements en fonction de ce que l'on vise comme emploi. Par exemple, ici, on a une façade d'un collège qui est isolé en paille avec des enduits de chaux et on le teste au feu. Et donc, ça s'est terminé par la construction du bâtiment que vous voyez à droite et ça s'est très bien passé. De la même manière, on a ici des essais en haut d'écrasement de la paille et donc on va pouvoir qualifier sa capacité à reprendre des charges et faire des calculs avec. Alors, quand on veut caractériser un matériau qu'on ne connaît pas, en fait, on a 3 voies possibles. La moins chère, la plus simple, c'est tout simplement d'utiliser des valeurs réglementaires qui sont dans des annexes de réglementation. Et donc, par exemple, dans le cas de la réglementation thermique et maintenant environnementale, on a des données par défaut de valeurs d'isolation pour tous les matériaux dont vous pouvez rêver, puisqu'il est écrit, par exemple, matériaux d'origine végétale dont la masse volumique est comprise entre 40 et 80 kg, puis une autre plage, etc. Donc si vous avez envie d'utiliser des algues du bord de la plage, vous pouvez le faire avec ça, sans demander plus de choses. Deuxième manière de faire, à droite, c'est de réutiliser et de traduire en français ou en anglais, pas « et »,
des documents qui ont été approuvés dans d'autres pays européens. Donc on peut réutiliser des essais et ne pas les refaire. Donc ça coûte juste le prix de la traduction. Et puis enfin, on peut faire des essais de caractérisation dans des laboratoires qui sont agréés par le comité français d'accréditation. Et donc dans ce cas-là, on va aller sur le site du COFRAC, donc de ce comité, et on va trouver des dizaines de laboratoires qui peuvent faire des essais. Donc là aussi, ne croyez pas qu'on ne peut faire des essais qu'au CSTB. Le CSTB n'est que l'un des laboratoires accrédités COFRAC en France. Et c'est important de le savoir puisqu'on peut comme ça faire jouer la concurrence, trouver le plus pratique, le plus sympa, le plus près de chez soi, le moins cher, etc. Ensuite, on a obligation de se former. Et c'est là que d'ailleurs c'est souvent un peu compliqué parce qu'on manque de qualification globalement dans le bâtiment. Donc vous avez ici quelques liens, quelques informations sur des acteurs qui sont actifs dans le domaine de l'éco-construction et de la formation. Donc la fédération Éco-Construire, puis les différentes fédérations, Terre Crue, Chambre, Paille, proposent des formations et des cycles de formation avec des partenaires qui sont des organismes de formation. Donc les filières fabriquent des référentiels de formation et des acteurs les délivrent. Et puis ensuite, aussi, si vous êtes par exemple acteur de marché public, vous faites un grand bâtiment et vous avez peur de ne pas avoir d'entreprise qui répondent parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait construire avec telle ou telle fibre. Sachez que vous avez la possibilité d'utiliser la FEST, l'action de formation en situation de travail, donc vous pouvez mettre dans vos pièces de marché. Si le marché est remporté par l'entreprise X, elle pourra former ses ouvriers, ses acteurs sur le chantier, dans un dispositif qui ne sera pas accusé de travail dissimulé. Donc on peut très bien candidater pour un marché, on n'est pas encore compétent, et on le deviendra, y compris en formant les gens sur chantier. C'est une grande souplesse et très intéressant, notamment pour les grands bâtiments. Et puis donc il y a toute une série de formations longues, j'en ai mis une série ici, qui sont délivrées dans le domaine des acteurs biosourcés. Donc avec tout ça, eh bien, on peut être assuré, et là en France l'assurance est un axe privé, avec différentes compagnies qui se battent entre elles pour le marché, et vous pouvez donc vous appuyer habituellement sur les techniques courantes de construction, et donc ça couvre notamment ces fameuses règles professionnelles. Je m'arrête là. Merci à vous. Merci beaucoup, Luc. Ça décoiffe. En fait, je crois que pour beaucoup, c'est une révélation. Je crois pour presque nous tous, c'est une révélation. J'imagine que vous avez 1 million de questions, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a pris un peu de retard. Est-ce que vous avez 1 ou 2 questions qui sont possibles à formuler même? Oui. Bonjour, Nicolas Cabassu du CEREMA. J'avais une question pour rebondir sur un peu l'hégémonie du CSTB. Vous disiez on peut faire appel à d'autres laboratoires que le CSTB. Bon, si on veut rentrer dans les techniques courantes, enfin, en tout cas avoir un ATEX, à ma connaissance, le CB est incontournable. Alors, justement, oui, alors... Je veux la zapette parce que c'est très important de ne pas faire de confusion. Et c'est indispensable je parle pas de la tech, hein, je parle de la TEX, oui, A, B ou C. Oui, c'est pour ça que... comment on fait pour y revenir? Il faut remettre la présentation. Donc en fait, la TEX, c'est quelque chose qui s'applique uniquement à des opérations exceptionnelles. Je ne sais pas combien il y en a de TEX en France, peut-être 100 par an, et encore, même pas. Et on construit bien sûr des centaines de milliers de bâtiments par an en France. Donc pour tous les autres cas, le CSTB n'est pas incontournable. Le CSTB instruit au bout du compte les ATEX. Mais pour tous les autres cas, DTU, règles professionnelles, recommandations professionnelles, avis techniques, DTA, documents techniques d'application pour les agréments techniques européens, le CSTB n'est que l'un des acteurs qui peut proposer des prestations pour qualifier des matériaux. Donc, attention, il y a 100 bâtiments qui se font sous ATEX, tout le reste, ça se fait en dehors de ça. Donc, sur ces 100 bâtiments, à un moment donné, on doit passer par le CSTB. Voilà. Enfin, ma question,
Bon, merci, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour la construction avec paille, on est limité en termes de hauteur. On sort très vite du cadre assurantiel et on passe dans la latex. Donc c'est vrai que ces 100 bâtiments exceptionnels, mais on est souvent confronté quand on est sur des zones un peu particulières. Nous, on travaille avec le PAEM. Et donc on est poussé pour aller faire des constructions où il y a une densification, bien entendu, il faut optimiser l'espace. Et on est sur des hauteurs souvent qui nous mettent dans des situations où on est obligé d'avoir de rassurer, donc pareil, la maîtrise. Alors, donc oui, effectivement, les règles professionnelles actuellement pour la paille, elles couvrent jusqu'à 8 mètres pour le dernier plancher, en technique courante et dans le périmètre d'emploi des règles professionnelles. Mais rien n'interdit aux contrôleurs techniques de valider un emploi au-delà et d'avoir des assurances. Et il y a de nombreux bâtiments qui ont été faits. À ma connaissance, actuellement, le plus haut, c'est un R+7, c'est des logements à Saint-Dié-les-Vosges qui ont été isolés en paille. Mais effectivement, POP 2030 va permettre de monter plus haut avec encore moins de paperasse à faire. Je crois qu'on n'a même pas le temps. Après, vous pouvez poser la question. Il faut qu'on passe to the next one. Merci beaucoup.